Bonjour Florence Thune, bonjour Hugues Fischer. Au nom des associations Solidaritaire EM Lyon et Forum EM Lyon, j'aimerais vous remercier pour l'honneur et le plaisir que vous nous faites d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais tenter de dresser un portrait succinct de vos parcours et de vos accomplissements. Commençons par Florence Thune. Diplômée de l'École supérieure de commerce et de développement 3A, vous avez acquis une riche expérience associative dans le domaine de la solidarité et de l'humanitaire. Et pour cause, vous y avez travaillé pendant 33 ans. Vous débutez votre carrière professionnelle en tant que responsable administrative et financière au sein de l'ONG Handicap International à Djibouti en 1987. Vous y restez pendant 18 années, au cours desquelles vous êtes amené à travailler dans plusieurs pays, comme en Thaïlande, au Pakistan et en Somalie, en tant que directrice de programme, puis dans la région des Grands Lacs en Afrique. En 2005, vous quittez Handicap International et entrez à SIDAction en tant que responsable du pôle formation, puis de l'unité de renforcement des capacités au sein du service des programmes internationaux en 2010. En 2015, vous occupez le poste de directrice du service des programmes France, avant d'être nommée directrice générale de SIDAction en 2017. Vous supervisez les projets d'accompagnement des personnes séropositives au VIH, de prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles auprès des personnes les plus exposées. Vous n'hésitez pas à témoigner sur votre parcours personnel afin de lutter contre les discriminations et les stigmatisations que subissent encore aujourd'hui les personnes vivant avec le VIH. Bien que vous interveniez dans deux associations différentes, cet engagement pour cette cause, vous la partagez avec Hugues Fischer, fort de 31 années de militantisme à ACT UP. Diplômé de l'École nationale supérieure Louis Lumière, Hugues Fischer, vous exercez le métier d'ingénieur du son de 1978 à 2007. Vous participez au lancement de la radio Fréquence Gay en 1981. Vous devenez le directeur technique et participez à la création de plusieurs studios pour cette station. Grâce à cette aventure, vous découvrez une communauté riche par sa diversité de styles qui gagne progressivement en visibilité après avoir été longtemps occultée. Parallèlement à votre profession, et ce dès l'année de sa création en 1989, vous intégrez ACT UP, une association qui œuvre en faveur de la lutte contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Vous participez aux moments forts de l'association, notamment aux manifestations médiatisées des années 90. L'enjeu est alors d'alerter les consciences sur l'urgence de la lutte face aux ravages du sida. C'est cette période d'activité de l'association que retrace le film 120 battements par minute, réalisé par Robin Capillo et primé au Festival de Cannes 2017. Puis, avec l'arrivée des trithérapies à la fin des années 90, les combats changent et s'orientent vers l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, la prévention et la lutte contre la sérophobie. Vous poursuivez votre parcours à ACT UP, notamment en tant que coprésident entre 2006 et 2008, à partir de 2009, où vous consacrez à la prévention et à l'animation du site React Up, un site internet dédié à l'empowerment gay et qui se veut une mine d'informations sur la prévention en santé sexuelle et la recherche scientifique sur le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. Vous contribuez également à la rédaction d'articles pour deux autres organismes, le Conseil national du sida et le TRT5. Chers amis, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Florence Thune, directrice générale de SIDAction, et Hugues Fischer, membre d'ACT UP Paris, afin d'échanger avec nous sur la séropositivité au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, à ne pas confondre avec le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise qui correspond au stade avancé de l'infection en l'absence de traitement. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. Merci à tous d'être présents pour nous écouter ce soir. Je vous remercie à nouveau, Hugues, Florence, d'avoir accepté notre invitation et c'est vraiment une chance pour tous les étudiants de l'EM Lyon de pouvoir accueillir votre témoignage ce soir. Alors, du coup, pendant cette conférence, on va parler évidemment de la lutte contre le VIH, des comportements à risque, des comportements discriminatoires, de toutes les recherches, donc le vaccin, par exemple, des choses comme ça. Mais avant toute chose, on serait ravis de connaître votre expérience, vos expériences personnelles. Est-ce que, Hugues, Florence, vous pouvez nous raconter votre histoire en rapport avec le VIH et je me permets de vous ajouter une petite contrainte timing de 5 minutes par personne, s'il vous plaît.
Je vais y aller, si vous m'entendez bien. Oui. Ok, bah, écoutez, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors effectivement, j'ai un parcours. Là, on a vu mon parcours professionnel, et en fait, à côté de tout ça, j'ai aussi mon parcours personnel, effectivement, dans la lutte contre le VIH, sachant que finalement, moi, j'ai croisé la question du VIH au départ beaucoup plus en Afrique où je travaillais qu'en France. En fait, j'ai vécu ces premières années, donc justement dans les années fin des années 80 et début des années 90 en Afrique, où j'ai pu effectivement me confronter aussi à des situations et des épidémies très importantes dans certains pays, notamment dans la Corne de l'Afrique ou dans la région des Grands Lacs. Et à une époque où finalement je me disais que ça concernait surtout les autres et certainement pas moi. Et il s'est trouvé que voilà, en 96, je suis en fait voilà, rentrée en France après plusieurs années, donc effectivement à l'international, avec un beau projet de me marier. Et en fait, donc en rentrant en France pour quelques vacances avant de repartir en fait en Afrique où j'allais m'installer, j'ai en fait voilà, connu une rupture. Voilà, donc la personne avec qui j'allais me marier m'a annoncé que voilà, elle me quittait. Donc voilà, bref, sans rentrer dans les détails, évidemment un choc évidemment violent à l'époque. Et au-delà de ça, je me suis dit, j'avais fait un test VIH 3 ans auparavant, avant de commencer d'ailleurs cette relation. Et je me suis dit, bon, ce serait bien d'en refaire un. On avait eu des moments où on n'avait pas toujours utilisé le préservatif, voilà, en se disant, sûrement l'un comme l'autre, hein, d'ailleurs, hein, que finalement, on n'était pas. Peut-être qu'on n'était pas concerné ou que ça n'arrivait qu'aux autres. Donc je suis allée, je dois l'avouer, un peu, voilà, un peu, pas insouciante, mais en tout cas, je suis allée faire un test dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, donc ce qu'on appelle maintenant les CEGID, hein, qui sont des centres d'information de diagnostic et d'orientation, et qui concernent aussi toutes les IST et pas seulement le VIH. Bref, ça s'appelait les CDAG, c'est dans un hôpital. Et je suis allée faire mon test. On m'avait donné, donc c'était anonyme, on m'avait donné un petit ticket. Et quand je suis revenue une semaine après pour aller chercher mon résultat, j'avais oublié mon ticket. J'ai dit au secrétaire qui était là que j'allais voilà, repartir pour chercher mon ticket. Et le médecin qui était juste derrière, les deux secrétaires derrière le guichet, était debout, m'attendait et a dit non, non, c'est pas la peine, je connais le dossier. Et quand il a dit ça, j'ai su en fait que j'étais séropositive. Parce que la manière dont il avait de dire, la manière dont il avait de dire juste qu'il connaissait le dossier, tout d'un coup m'a un peu sorti de l'anonymat du ticket de ce numéro. Et donc là, moi, c'était donc en janvier 97, en fait. Le médecin m'a dit très vite que il ne fallait pas que je m'inquiète, que contrairement à 10 ans auparavant, on avait aujourd'hui ce qu'on appelle, donc on y reviendra, des trithérapies, donc c'était ces nouveaux traitements qui arrivaient et qui permettaient de maintenir les gens en vie. Mais en fait, à l'époque, autant dire que quand il m'a annoncé ça, c'est rentré dans une oreille et c'est ressorti par l'autre, parce qu'en fait, moi, je n'avais qu'en tête les images de personnes qui allaient mourir, et je me voyais mourir. Et donc voilà, j'ai appris dans ces circonstances-là ma séropositivité. On reviendra sur certains détails sûrement après dans les questions-réponses, mais en tout cas, ce qui s'est passé très vite, c'est que j'ai finalement eu la chance quelques mois plus tard, parce que j'en ai parlé juste à une ou deux amies. J'ai pas pu en parler à mes parents parce que et ma soeur, pourtant, j'étais très proche. J'avais pas peur du jugement, mais j'avais peur surtout de les inquiéter. Et vu que moi, j'étais pas très rassurée non plus. Et en fait, j'ai eu la chance au bout de 3-4 mois d'avoir le témoignage, de voir le témoignage à la télé, c'est sur Canal+, du basketteur, alors vous êtes sûrement trop jeune peut-être pour le connaître, mais en tout cas un basketteur qui s'appelle Magic Johnson, qui est, voilà, certains vous le connaissent sans doute. Et voilà, ce grand gaillard disait à la télé que il était séropositif et que lui avait eu accès à ces traitements et qu'il allait bien. Et en fait, le fait de voir une personne séropositive témoigner, même si je ne le voyais pas directement, je le voyais à la télé, et finalement m'a donné beaucoup plus confiance que ce que me disait pourtant le médecin exactement de la même façon 3 mois avant. Et c'est de cette façon-là que j'ai repris confiance en disant si lui est toujours là, c'est qu'effectivement il y a une chance que moi aussi je sois toujours là dans plusieurs années et que ça aille mieux. Donc voilà, donc
voilà, finir parce qu'on a juste 5 minutes, mais en tout cas, et on reviendra sur certains aspects plus tard, mais j'ai commencé voilà, mon parcours en 97 dans la lutte contre la lutte contre le VIH, en étant personnellement impliquée, avec un traitement que j'ai commencé 2 ans plus tard. Voilà, je dis souvent mais je ne suis pas la seule, heureusement que je vieillis avec le VIH. Hein, j'ai cru en mourir, mais en tout cas, je vieillis avec le VIH, donc je suis contente de vieillir, avec d'autres aspects qui sont parfois compliqués, on y reviendra peut-être. Donc voilà, depuis 24 ans maintenant, 25 ans, voilà, je vis avec ce virus. Je n'ai jamais développé ce stade SIDA dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que grâce au traitement, je n'ai jamais été malade, enfin juste une petite infection au moment, mais rien du tout, rien de grave. Et je vis aujourd'hui avec le VIH, je vieillis avec le VIH, je suis toujours sous traitement. Et parfois, je peux aussi, comme beaucoup de personnes vivant avec le VIH, subir quelques discriminations dans des milieux où on s'y attend le moins, notamment dans le domaine de la santé. En tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement ça la vie avec le VIH pour une partie des personnes, puisque je rappelle souvent qu'il y a 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, et donc il y a 173 000 vies différentes avec le VIH en France, parce que chacun a son parcours. Voilà, je vais m'arrêter là si ça vous va, si on a 5 minutes, et puis on reviendra sûrement sur d'autres. Merci beaucoup pour ce témoignage, Florence. Hugues, vous pouvez partager avec nous votre histoire également. Oui, oui, une histoire un petit peu différente parce que vous avez retracé les grandes lignes de ma vie, si je puis dire. Et en fait, il faut juste voir que je suis séropositif depuis le début, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, j'ai commencé une vie de militant gay essentiellement à Fréquence Gay, dont j'ai été à un moment donné directeur technique. Et puis j'ai rencontré là, je dirais, celui qui est devenu mon premier compagnon de vie, qui s'appelait Marc, et avec qui on a passé quelques années ensemble. Sauf que le petit détail de l'histoire, c'est que fin 85, il est tombé malade. Il est tombé malade et puis c'était un peu grave parce qu'il avait une sorte d'hémiplégie et donc il est parti en urgence à l'hôpital. Et puis le lendemain, quand j'étais le voir, j'ai vu à la tête des médecins que ça se passait pas très bien et ils m'ont expliqué que voilà, enfin comment vous dire, c'est compliqué. Enfin, c'était le sida. Pardon. Oui, en 85, c'est un peu chaud, quoi, parce que effectivement, alors étant militant gay, étant dans un média, qui plus est, sida, je commençais à en entendre parler, puis ça commençait à circuler un peu, puis il commençait à y avoir un peu de médias là-dessus, un peu de trucs, cancer gay, enfin toutes ces histoires dont vous avez sans doute entendu parler. Je pourrais vous en parler longtemps parce que moi j'ai connu ça, je vais dire en direct. Et donc, sauf que c'est comme toujours, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez le Covid aujourd'hui, quoi. On se dit toujours que c'est pour le voisin. Et paf, ça vous tombe dessus. Et donc, je me suis retrouvé effectivement avec un compagnon gravement malade parce qu'il a été hospitalisé. Il était très mal. Et en fait, lui, il a démarré... je dirais qu'il a découvert, lui, sa séropositivité en même temps que le sida, en même temps que tout, à l'hôpital en étant très malade. Et il est décédé en 1987, donc 1 an et demi après avoir découvert sa séropositivité, quoi, si je puis dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 86, il était dans un des tout premiers hôpitaux qui a été transformé, je dirais, en centre spécialisé pour soigner les personnes séropositives, qui était l'hôpital Claude Bernard, qui à l'époque était un vieil hôpital qui se trouvait dans le nord de Paris et qui devait fermer, et qui devait être détruit. D'ailleurs, il l'a été depuis. D'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'à la place, aujourd'hui, il y a l'Agence régionale de santé. Je ne sais pas si c'est un hasard. Mais
dans cet endroit-là, c'était un vieil hôpital qui était un hôpital qui avait soigné des maladies infectieuses, des maladies tropicales, etc. C'était un endroit spécialisé dans les maladies tropicales. Et donc, j'allais le voir régulièrement. À un moment donné, il est sorti. Il a été un petit peu, il a eu une période de rémission et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en discutant avec les médecins, on m'a dit, vous pouvez peut-être faire un test. Bon, il faut dire que le virus avait été isolé en 83, les tests ont été mis au point en 84. Et puis moi, début 86, on me propose de faire un test. Vous voyez, enfin bon, on n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui, quoi. Et puis donc, évidemment, je fais un test, il est positif. C'est logique. Bon, logique parce que effectivement, enfin, la particularité, c'est que nous à l'époque, on n'avait même pas encore envisagé que le préservatif pouvait éventuellement rentrer dans l'histoire. Hein. Ça, c'est venu à la fin des années 80. Enfin, il faut juste vous rendre compte de ça. Et puis, par ailleurs, ça commençait à être un peu la psychose dans le milieu gay, et que la seule chose qui existait à l'époque, c'était on commençait à se dire qu'il fallait s'abstenir de toute relation sexuelle pour éviter la transmission de la maladie. Enfin, on en était à peu près dans des schémas de ce genre-là, vous voyez. Et donc, effectivement, voilà, ça m'est tombé dessus. Avec tout ce qui va avec, les angoisses et tout, parce que personne n'y connaissait rien. Et que, bien sûr, quand vous voyez que c'est l'hécatombe et que tout le monde meurt, bon. Et puis, moi, j'ai pas trop réfléchi, en fait. 86, 87, j'ai pas trop réfléchi. J'étais surtout là pour m'occuper de mon compagnon qui était très mal et puis qui est décédé. Puis j'ai soutenu sa mère, ou à moins que ce soit sa mère qui m'ait soutenu. Enfin, je ne sais plus, on s'est soutenu dans toute cette histoire. Et je dirais que j'ai passé ça un petit peu, enfin, c'était sans trop réfléchir plus loin. Enfin, je suis j'étais sur repos, point à la ligne, circuler, il n'y a rien à voir. Et tout de suite après, j'ai fait une chose complètement folle, mais je crois que c'était mon compagnon qui m'y avait un peu poussé parce qu'il travaillait dans la banque. Et en fait, je me suis aperçu quand il est décédé que j'avais une jolie cagnotte et donc j'ai acheté un appartement à Paris. Alors, quand on est séropos dans les années 80, acheter un appartement, c'est juste le truc débile, quoi. Tout le monde dit, mais attends, tu vas mourir, quoi. Enfin, pourquoi tu te projettes dans l'avenir? Ben oui, oui. Ben oui. Et donc, j'ai fait ça, ce qui veut dire que j'ai fait ma première fausse déclaration d'assurance vie. Il y en a eu beaucoup d'autres dans ma vie. Et je me suis... Et voilà, quoi. Je sais pas, c'était une manière de réagir, de se dire, mais non, mais on verra bien, enfin, peu importe de quoi demain sera fait, il faut essayer de se projeter. Et puis, je me suis tellement bien projeté que, en 89, quand j'ai rencontré... en 89, j'étais dans une association qui s'appelait une association gay, qui était une association politisée, qui s'appelait les Gays pour les libertés, qui était, je dirais, en gros, pour faire court, une association socialiste. Et puis, on avait de jolis locaux. Et d'ailleurs, on avait commencé aussi à travailler dans la lutte contre le sida, puisqu'on avait comment dirais-je, on avait une association, on avait monté une association qui s'appelait Apart, et qui faisait des appartements thérapeutiques. Et donc, on avait de jolis locaux, et puis un beau jour, il y a un petit gars qui a frappé à la porte en disant, dites donc, est-ce que vous pourriez nous prêter un peu de place pour faire une réunion le mardi soir, parce qu'on voudrait lancer une association Act Up Paris. Et crac. Alors, le président de notre association m'avait demandé de leur ouvrir la porte et puis de les accueillir quand ils venaient faire leur réunion. Et puis, j'ai trouvé ça tellement bien que j'y suis resté, quoi. Et que 31 ans après, j'y suis toujours. Voilà.
c'est, comment vous dire, tout ce que je peux vous dire sur la façon dont j'ai vécu ça et comment dirais-je, est historique, simplement parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est l'infection à VIH ou le sida aujourd'hui. Donc, Justement, merci allez beaucoup. voir 120 battements par minute, ça vous donnera des idées de tout ce qu'on a fait parce que j'y étais, j'étais en plein dedans. Mais je crois que c'est de l'histoire, quoi, parce que parler du sida aujourd'hui, c'est autre chose. Merci beaucoup, Hugues, pour votre témoignage. Et justement, nous aimerions revenir sur l'annonce du diagnostic à l'époque. Du coup, qui vous l'a annoncé? Comment est-ce que vous avez été accompagné dans cette annonce? Et quel a été votre ressenti? Moi, c'est un vieux copain aujourd'hui, un médecin. Je crois que lui aussi, il doit être à la retraite aujourd'hui. Bon, vous savez, je suis à la retraite depuis 6 mois, ce qui est quand même assez. Enfin, en 86, quand j'ai appris que j'étais séropo, je ne pensais pas arriver à 40 ans. Je ne pensais pas passer l'an 2000. Et puis, la retraite. Bon, bah aujourd'hui, je suis à la retraite. Bon. Et en fait, bah, c'est un vieux copain aujourd'hui, médecin, qui était un jeune interne à l'époque, qui m'a annoncé ça. Je dirais, comment vous dire, enfin, ils étaient aussi peu préparés que nous on l'était à l'époque pour annoncer ce genre de choses. Ça devait être la 10e. Je ne sais même pas combien ils avaient fait de tests à l'époque, mais ils en avaient peut-être fait des dizaines, mais guère plus. Enfin, vous voyez, c'était le début de l'histoire, quoi. En fait, c'est de la folie totale parce que on a tous appris en marchant. Et les médecins comme nous, les séropos, et on a créé ACT UP pour ça, parce qu'on a voulu se regrouper et essayer de réagir, et puis aussi de faire, comment dirais-je, de faire communauté et d'inventer la vie qui va avec, si je puis dire. D'accord. Ouais, on arrive un petit peu mieux à se projeter avec vos récits. Vous, Florence, ça s'est passé un petit peu plus tard que pour Hugues, c'était en 1996. Mais du coup, on comprend avec votre témoignage que, bah, pareil, le médecin qui vous l'annonçait n'était pas forcément préparé. On peut peut-être imaginer qu'il n'y avait même pas de protocole mis en place. C'est plutôt l'humain avec son feeling qui vous annonce le diagnostic. Alors, de fait, dans les centres de dépistage, il y a en général des personnes qui sont maintenant, enfin, qui l'étaient aussi, moi, à mon époque, formées pour l'annonce, effectivement, d'un test, voilà, positif ou négatif d'ailleurs, hein, puisque on a les deux possibilités. Après, vous avez beau, comme toute annonce de pathologie, quelle qu'elle soit, hein, et pas seulement que le VIH, vous avez beau être préparé, ça dépend effectivement des personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes des médecins qui font des annonces extrêmement bienveillantes, précautionneuses, et d'autres qui ne savent pas le faire, même en étant formés. Et moi, j'ai plutôt eu l'impression que il en annonçait pas forcément tant que ça, en tout cas, et je pense que c'était aussi, je ne sais pas lequel des deux d'entre nous était le plus mal à l'aise, en fait. C'était assez, il m'a tendu un petit panier en osier avec des préservatifs, en disant maintenant il va falloir en mettre. Bon, j'ai trouvé ça un peu maladroit parce que c'est pas forcément ce que j'avais envie C'est-à-dire que je me projetais pas forcément dans une relation sexuelle en sortant sortant du centre de dépistage. Et puis ce qui m'a surtout marqué en fait après, et ça je suis sûre d'avoir un souvenir très précis de cet aspect-là à ce moment-là, c'est que quand l'infirmière m'a fait la prise de sang pour mon test, mon premier test, elle n'avait pas de gants. Quand elle a refait, parce qu'il a fallu faire un second test de confirmation de mon résultat, quand elle a fait le second test de confirmation, elle avait des gants. Et en fait, ça m'a frappée parce que je me suis dit, mais quelle est finalement la différence? Qu'est-ce que je suis devenue en une semaine? Parce qu'il y a une semaine, j'étais aussi séropositive. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris de gants à ce moment-là? Est-ce qu'elle-même a pensé qu'elle n'avait pas voilà, de soucis particuliers auxquels je ne représentais pas dans sa tête, si on est dans les stéréotypes, de danger particulier pour elle. Et en une semaine, son attitude sa pratique avait changé.
Et ça, j'ai pu le constater tout au long des années qui ont suivi. C'est la façon dont les soignants, quels qu'ils soient, adoptent à un moment des gestes qui devraient être les mêmes pour toutes les personnes, qu'elles soient séropositives ou non, parce que en face d'eux, les personnes ne savent pas qu'elles sont... voilà, c'est pas marqué sur le front. Et c'est surtout ça qui m'a frappée finalement de cette annonce. Et très vite après, j'ai eu un petit interrogatoire, enfin une petite checklist avec un autre médecin plus jeune et qui m'a fait posé tout un tas de questions. Et il avait terminé son petit interrogatoire et à la fin, il me dit ah, en fait, je vous ai pas dit, mais pour les enfants, ça va être compliqué. Donc, j'ai dit, mais ça veut dire, qu'est-ce que vous appelez pour les enfants, ça va être compliqué? Oui, enfin, vous comprenez, faudra peut-être éviter d'en avoir. On est en 87 pardon, en 97. Et pourtant, voilà, des femmes séropositives avaient déjà eu des enfants. Et j'ai trouvé ça très violent aussi, en tout cas la façon dont, parce qu'il aurait pu m'en parler de manière voilà, très médicale, très posée, avec les informations qui étaient nécessaires à ce moment-là. Il m'a juste dit que pour les enfants, ce serait très difficile. Donc voilà, c'était... et je pense que ça fait partie de ces moments de l'annonce qui sont voilà, toujours difficiles à gérer et qui sont parfois maladroites, faits de façon maladroite de la part de certains médecins. Justement, pour rebondir sur les annonces qui sont parfois faites de manière assez maladroite, est-ce qu'il y aurait une manière enfin, une manière que... Excusez-moi, je perds mes mots. En fait, comment est-ce que vous auriez voulu que les résultats vous soient annoncés? Est-ce qu'il y aurait eu une manière particulière que vous auriez souhaité? Je pense que sur l'annonce du médecin, bon, il n'y avait pas... je pense que lui l'a fait de manière, on va dire, correcte. C'était, enfin, sur l'annonce elle-même. Hein, je pense que et lui, pour le coup, m'avait donné les informations qu'il devait me donner, c'est-à-dire me donner quelque part de l'espoir. C'est moi qui n'ai pas voulu l'entendre à ce moment-là, mais quand il me disait qu'effectivement, il y avait des traitements puisque les traitements étaient disponibles depuis l'année précédente, il me disait ce qu'il avait à me dire. Hein. C'est moi qui n'avais pas envie d'entendre ça, ou qui n'étais pas prête à entendre ça à ce moment-là. En revanche, les deux personnes, et notamment l'autre médecin que je cite, je pense que lui aurait dû, à minima, me présenter les choses de manière justement médicale et scientifique. Pas me dire, par exemple, pour les enfants, ça va être compliqué, mais plutôt me dire qu'est-ce qu'il en était des aspects médicaux à cette époque-là pour avoir, ou pas, si je le souhaitais, mais c'était à moi de prendre la décision, si je souhaitais mener une grossesse. J'avais l'impression qu'il n'était pas lui-même très informé finalement. Et c'est ce que j'ai pu revoir finalement année après année, et encore même récemment, de professionnels de santé insuffisamment informés sur le VIH et donnant parfois donc des informations fausses, ce qui est parfois déstabilisant quand vous vous attendez à ce que les informations exactes soient données par des professionnels de santé. Mais en tout cas, je pense aussi que il y a aussi tout ce qui est relatif je l'ai connu avec un autre médecin, avec l'origine de la contamination. C'est-à-dire qu'il y a souvent parfois des maladresses qui demeurent sur la façon dont ça vous est arrivé. Et potentiellement avec un jugement derrière qui est voilà, dans mon cas, d'avoir été trop insouciante ou trop... Enfin, il y a toujours un espèce de jugement qui, en fait, je trouve, n'a pas à être émis par les médecins, puisque voilà, la façon dont on a été contaminé, elle est factuelle. Elle peut être au travers d'une relation sexuelle non protégée, elle peut être au travers d'un échange de seringues, etc. C'est factuel, c'est une cause. Il n'y a pas de jugement à avoir, et parfois on est confronté à ces jugements. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, Florence. Du coup, vous vivez avec le VIH, vous dites même que vous vieillissez avec le VIH, Hugues et Florence. Qu'est-ce que ça implique quotidiennement? Est-ce qu'on a un traitement à prendre tous les jours? Est-ce que vous êtes parfois senti physiquement affaibli, ou alors est-ce que ce sont des symptômes totalement indolores, incolores, si je peux dire ça comme ça? Je ne sais pas qui a envie de prendre la parole là-dessus, je vous laisse le choix. Oui, non, aujourd'hui, on vit bien avec le VIH. Je dirais même qu'on vit presque mieux que les autres. Pour la bonne et simple raison, c'est que, mais je parle d'aujourd'hui, hein. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand on est séropositif, on est super suivi à l'hôpital, et que
le moindre petit bobo, le moindre petit machin, le moindre petit truc de travers dans les prises de sang, etc. et tout, c'est ah, tout le monde s'affole et tout en se disant ah, il faut faire, résultat de l'opération, c'est vrai que l'espérance de vie des séropositifs aujourd'hui est au moins équivalente à celle de la population générale. Et il y en a même certains qui disent qu'on vit mieux séropos, simplement parce qu'on est mieux suivi médicalement que des gens qui ne font pas attention et qui ne font pas grand-chose. Et donc, ben, non, ça va. Alors, il y a des choses qu'il faut dire quand même, c'est que une vie de malade chronique est quelque chose d'un peu compliqué parce qu'il faut tout le temps avoir ses médicaments, parce qu'il faut tout le temps se poser des questions de suivi médical, de rendez-vous médicaux, etc. et tout. Donc, c'est pas simple. Mais en même temps, quand on vieillit, ça devient un petit peu le commun de tout le monde, hein, parce que moi, aujourd'hui, j'ai aussi des anticoagulants et des antihypertenseurs et des médicaments pour soigner l'arythmie cardiaque, ce qui est un petit peu le cas de pas mal de gens à mon âge. Et donc, finalement, les antirétroviraux, c'est juste un truc en plus dans l'histoire, quoi. Je veux dire, en fin de compte, enfin, bon, une vie de malade chronique, quoi, le VIH. C'est surtout comme ça, je crois qu'il faut le voir aujourd'hui. C'est pas souhaitable parce que ça a des inconvénients, mais les inconvénients, enfin, on les connaît surtout quand on étudie la maladie, c'est-à-dire qu'on sait que le VIH rend plus vulnérable à un certain nombre de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des risques de développer d'autres choses, des risques cardiovasculaires, des risques de cancer, des choses comme ça, où on a un petit peu plus de risques que d'autres gens. Et un peu plus de risques. Ça reste un peu compliqué, ça reste des choses qu'on étudie toujours dans le temps parce que finalement, ben, comme les gens vieillissent, ils sont aussi un peu plus à risque de développer des maladies. Donc, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que mieux les gens sont traités, moins ils ont de risques. D'une manière générale. Et donc, ben, en fin de compte, voilà, je veux dire, personne n'aura la même vie que moi j'ai eue, parce que moi, je dirais que vous savez, c'est comme dans les jeux électroniques, j'ai plusieurs vies. Ça tombe bien, j'en suis à la 4e, je crois. C'est-à-dire que j'aurais dû au moins mourir 3 fois, mais voilà, notamment bah, j'ai été sauvé parce qu'en 96 sont arrivées les trithérapies. Alors que j'étais presque au bout du rouleau. Et puis ensuite, j'ai fait des embolies pulmonaires, ce qui arrive à des gens dans la population, hein, c'est vrai. Mais c'est un petit peu une conséquence du fait que j'étais un vieux séropo et que j'étais passé par le stade SIDA et qui faisait que j'avais un risque de ce côté-là. Bon, ben voilà, ça, c'est des trucs, mais disons que c'est, enfin, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est historique. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui devient séropositif, qui est bien pris en charge, normalement, vit juste une situation de malade chronique, c'est-à-dire d'avoir la lourdeur d'un suivi médical et puis tout ce qui va avec. Hein. Franchement, les voyages, les passages de frontières, les trucs comme ça et tout, c'est compliqué hein, quand on a des médicaments, etc. Enfin, ça ne va pas de soi partout. Mais c'est surtout à ça qu'il faut penser, quoi. Mais c'est vrai qu'à part ça, enfin, on devrait en principe arriver. Enfin, quelqu'un qui se promène avec un handicap, c'est un peu la même chose. Il traîne son handicap, quoi. C'est un peu à ça que ça ressemble, mais et voilà. Et on a ça, pour l'instant, on a toujours ça à vie. Justement, vous parlez de maladies chroniques, mais la question est, est-ce que les symptômes évoluent avec le temps ou avec le traitement, avec l'âge? Est-ce qu'il y a des symptômes physiques manifestes? Alors,
Je pense que c'est un petit peu comme le disait Hugues, c'est une vie avec une maladie chronique je pense que d'un côté, il y a à la fois, comme dans tout traitement, des personnes qui réagissent différemment à différents traitements. Je donne un exemple tout simple hein, qui est effectivement des traitements qui évoluent. Aujourd'hui, des personnes qui apprennent leur séropositivité ont en général un traitement qui permet d'avoir juste un cachet par jour c'était aussi une grosse évolution par rapport à ce qu'ont connu les personnes voilà, anciennement contaminées. Mais ces traitements, enfin, moi, je prends mon exemple, moi je prends aujourd'hui par exemple 3 cachets par jour et on a voulu, mon médecin m'a proposé justement il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, de passer à ce nouveau traitement qui permettait d'avoir un seul cachet par jour. Bon, j'ai pas refusé, je me suis dit, bah oui, tant mieux, si j'ai un seul cachet par jour, ça m'arrange. Et voilà, moi, j'ai pas du tout supporté ce traitement, ça m'a rendu complètement insomniaque, mais vraiment complètement insomniaque. Je veux dire que je l'ai pris pendant un mois et la dernière semaine, je n'ai pas dormi une seule heure pendant les 5 derniers jours. Donc, il y avait vraiment, et ce traitement est effectivement reconnu comme pour une petite partie, heureusement, hein, des personnes qui le prennent avec des potentiels impacts psychologiques d'insomnie, voire de dépression. Donc, j'ai dû revenir en arrière avec mes 3 cachets. Et c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'effectivement, et je sais que le traitement que je prends aujourd'hui, j'ai une amie qui, elle, ne le supporte pas. Donc voilà, mais ça, on connaît ça sur d'autres traitements, on réagit de manière différente. Moi, j'ai finalement aussi, contrairement à Hugues, été finalement plus impactée parfois par les effets des traitements que par l'effet du VIH lui-même, puisque effectivement, je n'ai jamais connu je n'ai jamais été malade à cause du VIH. Et j'ai voilà, vécu notamment 2 années terribles avec un médicament qui s'appelle le Caletra, où je passais plus de temps aux toilettes que tu vois, Hugues, ce que je veux dire. Voilà, et finalement, où c'est pas très grave, mais c'est que votre vie à un moment est concentrée autour de ça. Vous vous dites, je pars en vacances et ben, je peux pas être très loin, je peux pas partir trop loin dans la montagne parce que je sais qu'il va falloir des toilettes très rapidement et vous pensez qu'à votre ventre, en gros. Rien de grave, mais en tout cas des choses qui peuvent voilà, handicaper votre vécu au niveau social et qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on a la chance aussi, nous, de vivre dans un pays riche et développé, d'avoir accès à d'autres catégories de traitements qui nous permettent à un moment de sortir de ça et de pouvoir revenir en arrière, d'avoir d'autres traitements. Donc ça, c'est la chance qu'on a aujourd'hui de vivre dans un pays qui permet ça. Je n'ai pas bien résolu mes aspects liés à l'insomnie, mais il y a plein de gens aussi qui dorment mal sans pour autant être sous traitement ARV. Et moi, enfin, je dis moi parce que je pense que c'est souvent une expérience personnelle, qu'elle soit psychologique ou physique avec le VIH. Je pense que moi, j'en ai plutôt eu des effets psychologiques que physiques au final, avec effectivement des hauts, des bas, où parfois vous dites, comme dans d'autres maladies chroniques, ras-le-bol de prendre des traitements, j'en ai marre d'aller à la pharmacie tous les mois, voilà, et puis tiens, si j'arrêtais tout, et des envies de dire c'est quoi la vie sans traitement, sans avoir à y penser matin et soir. Voilà, c'est plus un aspect où je me dis, où j'y rêve encore. Moi, je me dis, j'espère qu'un jour, avant de mourir, je pourrais dire que je suis séronégative. Parce que ce qui m'affecte le plus, finalement, c'est les situations de discrimination. Et je pense que même si, alors, je suis un petit peu pessimiste, je ne sais pas, mais je pense que même si on lutte contre les discriminations, qu'on fait énormément d'actions dans ce domaine, que ce soit en France ou ailleurs, ce sera jamais assez suffisant quelque part. Et que quelque part, les seuls moments où on sera sûr de ne pas avoir de discrimination, c'est le jour où on pourra dire je suis séronégatif. Et j'espère le vivre un jour. Voilà, de pouvoir dire j'ai le droit de rêver, finalement, ça me porte. Et parce que même si toutes les options sont de un jour pouvoir se passer de traitement, tout en restant séropositif, on parle de rémission, enfin on parle de plein d'évolutions. Voilà, moi mon rêve c'est d'un jour de pouvoir dire finalement, même si je mène à côté une vie relativement épanouie, pour pouvoir dire un jour je suis séronégative. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Florence, médicalement parlant, on n'a aucune chance d'être séronégatif un jour. La seule chose qu'on pourrait peut-être, éventuellement, si on fait bien les choses, se passer un jour de traitement. Mais les anticorps, il y a peu de chances qu'on s'en débarrasse. Oui, heureusement, je sais bien, mais c'est... Non, mais c'est juste pour dire, hein, le jour où on mettra au point un vaccin contre le VIH,
les gens qui seront vaccinés seront séropositifs au sens strictement médical du terme. Faut juste se dire ça, parce que le test ELISA, c'est un test d'anticorps. Et un test d'anticorps, ben, à partir du moment où on est vacciné, on a des anticorps. Merci beaucoup pour vos réactions. Mais je précise qu'il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. Oui, oui, oui. On a prévu d'aborder ce sujet-là en fin de conférence. Vous parlez de discrimination, Florence, et donc ça me fait penser à une précédente conférence où je m'étais notée. Vous dites, je suis entrée dans le monde de la peur, j'ai cru entrer dans le monde de la mort, des préjugés et des discriminations. On comprend donc que vous n'avez pas seulement peur des effets du VIH sur votre santé, mais aussi du regard et peut-être du comportement des autres. Quand est-ce que vous ressentez ces discriminations? Alors, je les ressens de deux manières. Ça peut être sur des choses très factuelles. Tout à l'heure, Hugues l'a évoqué. Moi, j'ai jamais osé mentir, mais c'est par exemple effectivement pour avoir accès à un prêt ou à une assurance. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors ça s'améliore un petit peu. Il y a certaines dispositions administratives qui permettent d'améliorer l'accès à ce type d'assurance, notamment quand on veut faire un prêt immobilier. Mais néanmoins, moi, en tant que personne vivant avec le VIH, je n'ai jamais pu obtenir un prêt, non pas parce que ma banque me le refusait pour des raisons financières, mais parce que l'assurance ne souhaitait pas me couvrir, en tout cas prendre le risque de me couvrir. Donc, effectivement, je le vis comme effectivement une discrimination qui, aujourd'hui, justement, n'a plus lieu d'être, parce que c'est ce qui est paradoxal, hein, comme le soulignait Hugues, c'est qu'à la fois, on nous dit vous avez une espérance de vie aussi longue que les personnes séronégatives, mais dans certains cas, finalement, c'est plus le cas, puisqu'on considère qu'on est trop à risque pour être assuré. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, factuel, ou au passage des frontières. J'ai connu le passage de frontières, c'est maintenant un peu terminé, mais aux États-Unis, d'être morte de trouille à la frontière, qu'on découvre les traitements que j'avais cachés partout dans mes poches, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas rentrer aux États-Unis si on ne déclarait pas sa séropositivité, et même si on le faisait pour le coup, on ne pouvait pas y rentrer. Donc c'est des choses que j'ai très très mal vécues, en me disant, mais voilà, je pourrais être ou arrêtée au pire, ou envoyée en France parce que je suis séropositive et que je ne l'ai pas dit. Là, je mentais pour le coup, parce qu'il fallait être déclaré sur le petit papier vert, là, en plus de savoir si on allait assassiner le président, il fallait savoir dire si on allait effectivement, si on était atteint par une maladie infectieuse. Et au-delà de ça, ce que moi j'ai pu vivre comme discrimination et qui m'ont le plus perturbée et qui me sont encore arrivées récemment, c'est de la part malheureusement de professionnels de santé. J'ai pu connaître un refus de soins chez un dentiste, j'ai pu connaître un gynécologue qui ne m'a jamais touchée, j'ai pu connaître un anesthésiste qui me dit que j'allais passer en dernier au bloc opératoire parce que vous comprenez, il y a des risques. Et ça, je trouve ça très déstabilisant, parce que moi qui suis pourtant dans un milieu, on va dire, favorisé, au sens où je ne subis pas d'autres discriminations de par ma couleur de peau, de par mon orientation sexuelle ou quoi que ce soit d'autre. Je vis dans un milieu informé, donc j'ai les outils et les informations pour contrer ce type de discrimination. Mais malgré tout, à chaque fois, je trouve ça très déstabilisant, au point de me dire maintenant, ce que je me disais jamais jusqu'à présent, c'est que je pense que la prochaine fois, je vais mentir. C'est-à-dire qu'auprès d'un professionnel de santé pour lequel il n'y aura pas d'intérêt à parler de ma séropositivité, je vais arrêter d'en parler, parce que je ne supporte plus ce type de réaction. Et je trouve je pense que je supporte tout à fait une remarque ou une discrimination qui vient d'une personne qui n'est pas suffisamment informée et voilà, qu'on peut informer et qui va changer d'avis. Mais d'un professionnel de la santé, je trouve ça très violent. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup pour votre réponse, Florence. Le but de cette conférence, au-delà d'informer sur ce qu'est le VIH, c'est également de faire en sorte que les discriminations cessent. Ainsi, quels sont les préjugés les plus courants liés à la transmission du VIH auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Alors là, j'en ai effectivement. Voilà, je pense que en fait, ce qui est souvent lié à ces discriminations, c'est les peurs fantasmatiques qui restent autour de la transmission du VIH. C'est-à-dire qu'on sait que le VIH aujourd'hui se transmet. On connaît les modes de transmission du VIH, hein, par voie sexuelle, par voie sanguine, mais on sait aussi la façon dont le VIH ne se transmet pas. Et ça, on en a la certitude. Donc,
On sait que ça ne transmet pas par la salive, par l'air, j'en ai entendu parler il y a très récemment. On sait aujourd'hui qu'on peut avoir des relations sexuelles avec une personne séropositive qui est sous traitement, même sans préservatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux traitements, les traitements ont un effet à la fois qui nous permettent de rester en bonne santé, mais en plus qui empêchent la transmission du VIH. Donc aujourd'hui, on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif et en tant que personne séropositive, on n'a aucun risque de transmettre le VIH. Et ça, c'est prouvé scientifiquement avec toutes les études possibles et imaginables qu'on a pu faire. Et bien, malgré cela, vous avez quand même des peurs, des discriminations, des rejets qui restent parce que souvent beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Et je prends juste un exemple, hein, c'est qu'à SIDAction, tous les ans, on fait un sondage auprès des jeunes, et on l'a fait aussi auprès des moins jeunes, mais à la question de savoir si les personnes font confiance au préservatif, les personnes nous répondent oui à 98%. Mais quand on pose la question de est-ce que vous accepteriez d'avoir une relation sexuelle protégée avec une personne séropositive, près de 30% nous disent non. C'est-à-dire que d'un côté, ils disent que le préservatif est efficace, mais le fait d'imaginer même d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive, même avec un préservatif, ils disent non, c'est pas possible. Et ça, c'est effectivement compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré mon compagnon il y a une dizaine d'années, qui est séronégatif. Il n'est pas parti en courant quand je lui ai dit que j'étais séropositive, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a une peur encore terrible face aux personnes séropositives. Je me permets de souligner ce que vous dites, Florence, parce que je pense s'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est bien celle-ci. Vous pouvez embrasser des personnes séropositives au VIH, les câliner, transpirer avec eux, avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive au VIH. Du moment qu'elle prend son traitement, il n'y a aucun risque de contracter ou d'être infectée. Oui, j'insisterai lourdement là-dessus. Si vous avez l'intention d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un dont vous savez que la personne est séropositive et sous traitement, vous prenez moins de risques statistiquement que d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut. Merci beaucoup d'avoir répondu, Hugues, Florence. Du coup, pensez-vous que ces discriminations envers les personnes qui vivent avec le VIH, elles sont dues en partie à la peur ou au manque d'informations sur le sujet? Enfin, vous savez, moi ce qui m'a le plus marqué dans ma vie en termes de discrimination et qui existe toujours aujourd'hui, je dirais, c'est pas tellement la vie courante parce que quand on est un activiste de la lutte contre le sida, je dirais, on affiche avec un panneau en permanence « Bonjour, je suis séropositif ». Donc, ça évite beaucoup de tous ces tracas de la vie quotidienne, et je dirais même on marche dessus, et je dirais même on a plutôt tendance à jouer les redresseurs de tort. Mais en revanche, il y a des choses complexes, hein. Florence en a reparlé, la question des voyages. Je veux dire, moi j'ai mené une carrière d'ingénieur du son, j'ai créé des stations de radio et de télé dans le monde entier. Il m'est arrivé un nombre inconsidéré de fois de passer des frontières avec des fausses déclarations nettes et sans bavure. Parce que dans pas mal de pays, alors les États-Unis, ça, mais ça, les États-Unis, moi j'avais tellement pris l'habitude d'aller aux États-Unis que je ne me posais même plus la question. Mais il y a plein de pays dans lesquels on vous demande des choses et ce n'est pas évident. Et je vais même vous dire, maintenant que je suis à la retraite, je peux en parler, je peux même vous dire que j'ai contourné, éludé un contrat juteux qu'on m'avait proposé à une époque pour en prendre un autre qui était tout aussi intéressant, mais peut-être moins, simplement parce qu'il y avait un souci. Je vous explique. On m'avait proposé de participer à la création de vous savez, la station de télé Al Jazeera au Qatar. On m'avait proposé d'aller au Qatar pour aller construire la version anglaise, hein, la station d'Al Jazeera version anglaise au Qatar.
eh ben, j'ai contourné l'obstacle pour ne pas y aller parce que je savais parfaitement que je n'avais aucune chance d'obtenir, d'être accepté à l'entrée au Qatar. Et je voulais évidemment pas le dire aux gens qui m'avaient proposé ce contrat parce que c'est une très grosse société et que j'étais bien avec eux, que je travaillais beaucoup avec eux et qu'à la place de ça, j'ai accepté un autre contrat qui était au Maroc. Parce que j'ai pas eu de problème au Maroc et je dirais même que ça a été assez passionnant parce que j'ai passé 2 ans au Maroc à travailler avec l'association de lutte contre le sida marocaine que Florence connaît bien. Et ça a été un grand plaisir. Mais vous voyez, enfin, voilà, exemple type de quelque chose dont on ne se doute pas forcément quand on vit avec une maladie chronique en général et le VIH en particulier, c'est qu'on se heurte à des problèmes de ce genre-là et qui sont beaucoup plus insidieux que les tracas de la vie quotidienne, si je puis dire. Et c'est vrai que moi, ça m'a amené à faire des choix dans ma vie professionnelle pendant toute ma vie, quoi. Merci beaucoup pour votre réponse, Hugues. Euh, nous sommes aussi ici pour être informés à propos du VIH. Et si demain, j'apprenais que ma meilleure amie, ma sœur ou mon père étaient séropositifs au VIH, comment est-ce que vous me conseilleriez de réagir à l'annonce de cette séropositivité au VIH? Oui, à l'annonce de ce diagnostic. Juste de lui demander comment elle va. Je réponds ça parce que, alors peut-être moins avec des proches, mais souvent la question que moi j'ai eue, c'est comment ça t'est arrivé? Et finalement, cette question-là, elle n'est pas, elle est souvent parfois déplacée ou parfois, alors évidemment, de nouveau, ça dépend du lien que vous avez avec la personne. Mais en tout cas, je pense qu'avant tout, c'est de savoir comment la personne va et peut-être de lui dire en tout cas, et ça je pense que, parce que ça veut dire que si vous le savez, c'est qu'elle vous l'a dit, et si elle vous l'a dit, c'est que c'est déjà, ça lui fait déjà du bien de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir le dire à quelqu'un, parce qu'il y a encore aujourd'hui, en 2021, des personnes qui peuvent en parler à personne. Et déjà, c'est de pouvoir en parler, c'est un grand soulagement pour beaucoup. Et donc, je pense que la réaction à avoir, c'est au-delà de savoir comment elle va, c'est de lui dire que rien ne change pour vous et qu'elle reste effectivement de toute façon votre sœur, votre amie, voilà, et que vous espérez qu'elle va continuer à bien aller parce qu'effectivement aujourd'hui, de ce que vous en savez, on mène une vie voilà, quasiment normale avec le VIH. Mais je pense que rien que le fait qu'elle vous le dise, c'est déjà important. C'est qu'elle a confiance en vous. Oui, merci beaucoup. Je pense que ce sont de très très bons conseils. Et du coup, je pense, moi j'ai bien compris en tout cas, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, que c'était très important de se faire dépister pour savoir quel comportement sexuel adopter, donc notamment prendre son traitement pour pouvoir être totalement libre dans ses relations sexuelles. Justement, à quelle fréquence faut-il se faire dépister? Combien de temps après un rapport sexuel qu'on peut considérer à risque faut-il attendre pour pouvoir aller se faire dépister? Si je vais vous dire, aujourd'hui, je pense qu'il est important, je dirais, de vivre avec notre temps. L'époque est à un concept que l'on appelle la santé sexuelle et qui consiste non pas simplement à se focaliser sur l'angoisse du risque de contamination par le VIH, mais de voir l'ensemble de ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles et la santé sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question. En fin de compte, voilà, il y a les maladies qui sont sexuellement transmissibles, le VIH en fait partie. C'est intéressant, d'une manière générale, dans toute sa vie sexuelle, de toujours avoir présent à l'esprit l'idée qu'il y a des vulnérabilités, il y a des risques,
et que en fonction de l'activité que l'on a et des gens que l'on rencontre, il faut utiliser l'arme du dépistage précisément pour ne pas être pris au dépourvu. Et par ailleurs, on peut aussi d'ailleurs faire usage de vaccins qui existent, je pense notamment aux hépatites, parce que l'hépatite B, par exemple, est une infection sexuellement transmissible et qu'il existe un vaccin qui marche très bien. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, sous cet angle de la santé sexuelle. Il faut, selon son activité sexuelle, moduler ça. Alors, ça peut aller, ce que l'on conseille à des gens qui sont sexuellement actifs et qui ont beaucoup de partenaires, on conseille de faire un test tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Si on a un partenaire stable, régulier, qu'on est testé, qu'on sait où on va et qu'on ne fait pas de conneries, il est évident qu'on peut lever un peu la garde, on sait un peu mieux où on va, mais voilà comment il faut voir les choses. Et par ailleurs, on a aussi aujourd'hui un autre moyen de se protéger que le préservatif contre la transmission du VIH. C'est un concept relativement récent, du moins relativement récent dans son autorisation, c'est ce que l'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une protection chimique contre le risque de transmission du VIH en prenant des antirétroviraux. Alors je dirais beaucoup moins méchant que les traitements des séropositifs, mais c'est les mêmes médicaments. Et qu'on arrive comme ça, pour des gens qui ont des relations sexuelles régulières et éventuellement avec des partenaires occasionnels, ben, il y a un moyen de se protéger qui est extrêmement efficace. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à la PrEP à un moment de sa vie quand il en a besoin, parce que c'est considéré aujourd'hui comme l'outil le plus efficace pour se protéger contre le risque d'infection à VIH. Mais vraiment, c'est-à-dire que les niveaux de protection que l'on obtient avec une PrEP qui est bien suivie sont pas loin des 100%. Et donc, voilà, ça fait partie des outils. Le dépistage du VIH, des hépatites et des IST, la possibilité d'utiliser la PrEP, ce sont des outils qui font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la santé sexuelle. Et c'est quelque chose dont tout le monde devrait être informé, doit être informé et qui doivent être à la portée de tout le monde. Je précise simplement pour le public du coup que la PrEP, c'est un traitement qui est destiné aux personnes qui, je cite, prennent régulièrement des risques par rapport au VIH. C'est-à-dire que je vous arrête immédiatement, tout de suite et instantanément. Oui, ça, c'est ce qu'il y a dans les recommandations de la Haute Autorité en Santé. Il se fait que je suis aussi membre du Conseil national du sida et des hépatites virales, que nous avons émis un avis concernant la PrEP qui a été transmis aux autorités, mais étant donné que le protocole prévoit que lorsqu'on le transmet aux autorités, il n'est transmis au public qu'une semaine après, vous découvrirez cet avis le 5 mai, avis dans lequel précisément je dirais en gros, on tient le langage que je viens de vous tenir. Bah, c'est vrai que cette définition, elle nous avait un petit peu interpellés. On avait une question, du coup, on voulait savoir qu'est-ce que ça signifie prendre régulièrement des risques par rapport au VIH. On est bien d'accord. Moi, je vous conseille très fortement, je ne peux malheureusement pas vous en parler beaucoup plus parce qu'il y a cette période d'embargo typique. Vous savez que le Conseil national du sida, quand on remet un avis, on commence par le transmettre aux autorités et on leur laisse une semaine pour se préparer
pour se préparer aux questions, si je puis dire. En gros, c'est ça. Enfin, on a un principe, c'est qu'on ne peut, l'avis n'est rendu public une semaine après. Donc, ce sera le 5 mai et je vous conseille très fortement d'aller voir cet avis parce qu'on dit tout sur la PrEP, le dépistage et la manière dont on considère aujourd'hui que ça doit figurer dans la panoplie de la prévention et de la santé sexuelle. On y sera très attentifs. Après, peut-être pour compléter, comme moi je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne vais rien trahir, donc tout va bien. Mais en tout cas, la façon dont moi je vis effectivement l'apparition de la PrEP depuis quelques années, c'est que souvent je me dis que si j'avais eu moi accès à la PrEP il y a 24 ans, je ne serais sûrement pas séropositive. C'est-à-dire que si j'avais eu la possibilité de prendre finalement un peu, oui, quelque part en cachette, en tout cas, un peu comme j'aurais pris la pilule ou comme je prenais la pilule, ce médicament qui est effectivement ce traitement qui permet de prévenir, et ben, finalement, face à mes difficultés à l'époque d'utiliser le préservatif, et ben, ça aurait été un outil simple qui m'aurait évité d'être séropositive. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir se dire qu'on a aujourd'hui la chance, un peu comme pour les traitements, d'avoir ce qu'on appelle une prévention diversifiée et qu'aujourd'hui, il devrait être aussi facile d'aller acheter un préservatif, en tout cas que ce soit facile, mais en tout cas d'acheter des préservatifs à la pharmacie ou dans le commerce ou de les commander sur Internet, que d'avoir accès à la PrEP, parce qu'à un moment, peut-être que dans sa vie, peut-être que sur un mois ou 2 mois ou un an, on a besoin, sans être catalogué à risque, de pouvoir avoir accès à la PrEP. Et on espère bien qu'effectivement, un jour, les médecins généralistes pourront ou les gynécologues, par exemple, pourront naturellement dire à des jeunes filles ou à des jeunes garçons, mais voilà, tu as le préservatif et puis tu as aussi la PrEP. Ça fait juste, je ne sais pas, enfin c'est en ce moment, ça fait quelques jours ou c'est hier ou aujourd'hui ou demain que la PrEP est autorisée en prescription pour les médecins de ville. Donc, ça a été très dur, mais on y est arrivé. Et donc, effectivement, logiquement, voilà, la PrEP peut être prescrite par tout médecin de ville. Merci beaucoup pour ces précisions sur la PrEP. On voulait simplement revenir sur un point qui était important lors de cette conférence, à savoir le dépistage et notamment ses modalités. Ça veut dire, aujourd'hui, si je souhaite me faire dépister, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je dois prendre rendez-vous? Est-ce qu'il me faut une ordonnance? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est remboursé? C'est des questions qui peuvent paraître basiques, mais qui, on pense, sont nécessaires. D'une manière générale, les dépistages sont pris en charge par la sécurité sociale. Ce qu'il y a, c'est qu'il vous faut une prescription médicale. Alors, il y a 2 solutions. Celle qui est utilisée par 70-80% des gens en France, c'est d'aller voir son médecin généraliste, de lui demander, enfin, qu'il vous fasse une ordonnance et d'aller dans un labo de ville pour faire des tests. Ou l'autre solution, qui est d'aller dans un centre de dépistage, un CEGID. Pardonnez-moi, mais j'ai toujours du mal avec l'acronyme. Je ne sais pas si Françoise le connaît par cœur. Parce que c'est un centre dans lequel, et là pour le coup, on vous fera non seulement les dépistages, mais même la prise en charge en cas d'infection, notamment pour soigner les infections sexuellement transmissibles, tout sera pris en charge. C'est juste que des médecins généralistes et des laboratoires de ville, il y en a à tous les coins de rue, alors que les CEGID, il y en a quand même dans certains départements, il y en a juste un dans le département. À Paris, il y en a 10 ou 11, alors qu'il doit y avoir, je ne sais plus, 600 labos de biologie. Donc vous voyez, enfin, ce que l'on constate aujourd'hui, les tests du VIH aujourd'hui, quand on regarde, ils sont faits à 80% dans les labos de ville, simplement parce que c'est une question de disponibilité, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Et puis, je voudrais aussi préciser une chose, c'est que l'association Vert Paris sans sida et le département des Alpes-Maritimes
ont mis au point un protocole de recherche qui permet de faire à ce que les gens qui se pointent dans les laboratoires de biologie de ces endroits, c'est-à-dire Paris et les Alpes-Maritimes, enfin Nice, je crois que c'est étendu sur l'ensemble des Alpes-Maritimes, peuvent bénéficier d'un test VIH pris en charge, gratuit. Simplement en disant coucou, je voudrais faire un test avec une carte de sécu, mais à Paris, c'est même pour les gens qui n'ont pas de carte de sécu, c'est l'agence régionale de santé a trouvé un moyen de faire à ce que la prise en charge puisse être organisée. Alors ça, je dis ça, c'est du militantisme pur et simple. C'est simplement parce que effectivement, à l'heure actuelle, c'est un protocole pilote. Que l'on espère voir pérennisé et généralisé partout, mais pour lequel je me bats depuis 10 ans parce que je considère qu'il serait normal que tout le monde puisse rentrer dans un labo de biologie pour aller se faire tester pour des infections sexuellement transmissibles comme ça, aussi facilement que ça. Ce serait quand même infiniment mieux que de compliquer les choses, surtout que dans des périodes d'activité sexuelle dans sa vie, dans une période où on a pas mal d'activités sexuelles, le dépistage est recommandé de manière relativement fréquente. Et donc, compliquer les choses en allant systématiquement, médecin, ordonnance, bidule, machin, etc. Et tout, non seulement ça coûte cher à la Sécu, mais en plus de ça, ça ralentit le processus. Donc, ce serait tellement plus simple. Mais voilà, enfin, ça existe de manière pilote, mais peut-être que ça existera un jour de manière généralisée. Ça, c'est évident. Et vous avez aussi la possibilité, mais malheureusement, c'est payant, mais voilà, ça peut, pourquoi pas, parfois servir, d'avoir accès à des autotests en pharmacie, mais qui effectivement sont payants. Donc voilà, mais bon, il faut savoir aussi que ça existe. Si effectivement, ils sont un peu moins chers qu'avant, mais bon. D'accord. Et puis, il y a un certain nombre d'associations, notamment les associations qui font, enfin surtout les associations qui font du dépistage, distribuent des autotests gratuitement. D'accord. Merci beaucoup. Après, on a eu pas mal de retours, nous, à l'Amion, de personnes qui nous disaient mon ou ma partenaire n'a pas l'air bien décidé à aller se faire dépister. Est-ce que vous aurez des conseils pour nous? Comment convaincre son ou sa partenaire d'aller se faire dépister? Peut-être que vous avez des chiffres en tête, notamment concernant les jeunes, parce que on entend beaucoup que c'est une maladie de personnes plutôt adultes, plutôt âgés, que c'est une maladie plutôt... Historiquement, c'était beaucoup lié aux personnes homosexuelles. Aujourd'hui, on comprend que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas forcément le cas. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, les hétérosexuels, les homosexuels. Voilà. Comment... Est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner? Alors, je pense que effectivement, si on regarde les chiffres de l'épidémiologie aujourd'hui, il y a certaines populations qui sont plus concernées que d'autres. Néanmoins, effectivement, tous les âges sont concernés. Hein. Ça a sûrement baissé un peu l'année dernière, mais on n'a pas encore les chiffres. Mais disons qu'il n'y a pas encore très longtemps, on avait environ 6 000 personnes qui découvraient leur séropositivité chaque année. Il y avait environ, si ma mémoire est bonne, plus ou moins 13% de jeunes de moins de 24 ans. Donc, c'est pas 0, c'est 13%, c'est pas 50, c'est pas... Mais voilà, de plus de 50 ans, il y a 20%. Donc, voilà, c'est un peu sur tous les âges. Donc, effectivement, c'est assez réparti. Il y a environ 42 personnes de personnes gays qui effectivement, parmi ces 6 000 personnes, découvrent leur séropositivité. Des personnes aussi originaires d'Afrique subsaharienne. Donc, il y a parfois des populations qui sont parfois plus à risque de par leurs conditions de vie, de par leurs différents aussi problèmes d'inégalité d'accès aux soins et aux moyens de prévention. Néanmoins, au-delà de tout ça, peu importe que finalement vous constituiez 1%, 10% ou 50% ou 60% des personnes concernées par la question du VIH, il suffit d'être dans le 1% et ça suffit. Et si finalement cette certitude que vous pouvez avoir, et j'en sais quelque chose, que finalement vous ne seriez peut-être pas concerné, elle peut aussi
être confirmé par le fait d'aller tout simplement faire un test de dépistage, je pense que ça ne coûte rien. Je pense que les personnes qui ne souhaitent pas aller se faire dépister, ce n'est pas tant qu'elles se disent je ne suis pas concernée, c'est que quelque part, elles ont quand même un petit peu peur du résultat. Et je pense que ce qui joue aussi, et après, c'est voilà, ça dépend après de la situation des personnes en présence, des partenaires, du couple, etc. Mais je pense que le test de dépistage, on ne le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour son partenaire. Et en tout cas, je pense que dans la question du VIH et des infections sexuellement transmissibles, il y a aussi la question du consentement dans la sexualité. Et pour moi, c'est avant tout, avant même de parler de VIH, d'IST, etc., c'est de parler de consentement dans sa vie sexuelle. Et si vous avez votre partenaire qui ne veut pas aller faire un test, mais qui, à la limite, soit il continue à vouloir utiliser des préservatifs, et pourquoi pas, mais en tout cas, s'il y a un souhait de s'installer dans une relation peut-être plus stable, et ben, je pense que c'est faire aussi un cadeau à son ou sa partenaire que d'aller faire un test. Et c'est aussi se rassurer, et c'est se rassurer aussi pour se dire que bah, si jamais je suis séropositif, malgré tout, je peux être pris en charge. Voilà. Je pense que ça, c'est une question aussi de confiance. Et je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'effectivement, souvent, il y a cette peur du résultat qui demeure et qu'on cache par quelque chose qui est de « mais non, je ne suis pas concernée ». Merci si tu es beaucoup concernée, justement, vas-y, fais un test. Non, merci beaucoup pour cette réponse qui est très claire. Et merci Hugues également. On va maintenant passer aux questions du public car nous sommes en live et nous avons reçu quelques questions, notamment celle de Guillaume qui demande si les vaccins à ARN messager, dont la connaissance a considérablement augmenté avec la crise conjoncturelle, apportent un nouvel espoir dans la lutte contre le sida. Et il voudrait avoir votre avis sur le sujet. Alors, en fait, comment vous dire? Il faut juste vous rendre compte d'une chose, hein, c'est que les chercheurs et les médecins qui travaillent sur la Covid et sur le coronavirus sont grosso modo ceux qui travaillaient dans le VIH juste avant et qui continuent d'ailleurs à travailler dans le VIH. Donc, en réalité, si on a été aussi vite à mettre au point des vaccins contre le coronavirus et d'une manière générale dans tout ce qui se fait pour lutter contre le coronavirus, c'est essentiellement parce que la plupart des gens, des chercheurs ont utilisé les outils qu'on a mis au point dans le VIH. Et en fait, le coronavirus est un truc tellement banal et tellement facile à côté du VIH que ça a été super à l'aise de mettre au point un vaccin alors que c'est tellement difficile dans le VIH. Voilà comment on a fait. Mais en même temps, comme il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans la balance pour fabriquer des vaccins en hâte, notamment par les États-Unis qui ont boosté cette recherche, eh bien, ça permet aussi de booster des outils qui vont pouvoir nous servir dans la lutte contre le VIH et pour lesquels on n'avait pas forcément les moyens de recherche. L'ARN messager est une piste. C'est vrai que là, pour le coup, l'ARN messager, c'est un vieux truc. Hein. Tout le monde a l'air de dire ah, tiens, c'est un truc archi nouveau, etc. Non, ça fait 10 ans qu'on bosse avec des ARN messagers, qu'on fabrique des solutions thérapeutiques et des choses à partir de l'ARN messager. C'est pas nouveau. Je veux dire, on n'aurait pas mis un vaccin aussi vite au point si c'était une technique qu'on avait juste découvert la semaine d'avant. C'est vrai que ça relance l'intérêt de la piste ARN messager pour faire des vaccins contre le VIH, mais c'est juste, enfin, imaginez juste un truc, quand vous voyez aujourd'hui que tout le monde est en train de s'affoler sur les variants anglais, sud-africains, brésiliens, etc. et tout, c'est ridicule. Imaginez qu'un séropositif, une personne contaminée par le VIH qui n'a pas de traitement, développe dans la journée infiniment plus de variants au virus que dans son corps que le coronavirus ne fera jamais de variants sur l'ensemble de la planète. Donc vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre les deux.
C'est très facile de lutter contre le coronavirus, c'est infiniment plus difficile de lutter contre le VIH, mais c'est vrai que voilà, il y a une synergie qui peut peut-être donner des pistes nouvelles pour améliorer les idées qu'on a déjà sur l'idée d'un vaccin contre le VIH. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. J'ai une question d'Anna dans le chat. Je me permets de reformuler un petit peu. Elle demande en fait, est-ce que le fait que beaucoup soient convaincus de l'efficacité du traitement contre le VIH n'est pas un effet inverse qui fasse qu'on du coup, on a moins peur de contracter le VIH parce qu'on sait qu'il y a un traitement efficace derrière et du coup, on est peut-être moins prudent. Qu'est-ce que vous pensez de... Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement l'impression que les gens se sentent moins concernés par la question du VIH, aussi parce qu'elle est moins visible. Voilà. Évidemment, avant, on avait effectivement des grandes affiches, on savait qu'on avait des personnes qui mouraient en France, et voilà, on retenait ça. Donc, je pense que c'est le fait qu'il y ait on parle plus de morts du sida en France, donc effectivement, ça semble éloigner le danger. Je trouve que ce qui est assez quand même paradoxal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dépistage, c'est que d'un côté, j'aurais moins peur d'être affectée par le VIH, mais quand je pense au fait que on pourrait m'annoncer que je suis séropositif, alors là, ce serait effectivement un drame, et je l'ai parfois entendu de personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui me disaient je ne me sens pas concernée, mais demain si j'apprends que je suis séropositif, je me suicide. Parce que justement, il n'y a pas assez d'informations sur ce qu'est la vie avec le VIH aujourd'hui. Et en même temps, se dire que je pense qu'après, ça ne suffit pas de savoir effectivement qu'il y a des traitements efficaces qui permettent d'être maintenu en vie et de rester en bonne santé. Malgré tout, si on peut se passer d'une vie avec des traitements à prendre tous les jours, autant s'en passer. Donc, voilà, comme le disait tout à l'heure Hugues, c'est une vie, voilà, une pathologie chronique, et toutes les pathologies chroniques ne sont pas très rigolotes. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment... je pense qu'effectivement, il y a une peur du VIH quelque part qui est c'est paradoxal. À la fois, on a moins peur d'être contaminé, mais on a toujours peur du VIH, au sens quand il est chez les autres. De cela. Okay. Merci beaucoup. On a déjà un petit peu profité de votre bonté et de votre temps. Il y a des petits soucis techniques, donc on va devoir conclure. Un grand merci, Florence, un grand merci, Hugues. C'est une première pour l'EM Lyon, cette conférence en collaboration entre Solidaritaire et Forum. Et on a été vraiment honorés de vous recevoir pour cette première édition. On espère que ce sera la première d'une longue série. Et merci également au public d'avoir assisté à cette conférence. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours. Merci à vous.